Alors, c'est pas trop technique, justement, puisqu'on met ce qui n'est pas technique à la fin. Donc voilà, même pour les gens normaux, ça devrait être facile à suivre. Que dire de plus? Si, la personne qui a payé toutes les boissons, je veux bien qu'elle m'amène la facture, parce que sinon, elle vient de sponsoriser un meet-up à elle toute seule, ce qui est très sympa. Mais, mais voilà, quoi. Bref. Hop. Voilà, donc je vais essayer de faire ça très rapidement. Donc je vais vous parler de quelques effets de la sociologie appliqués au... Tiens, ça tourne déjà. Super, c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors, affichage. Screen, super. Donc voilà, donc c'est vous êtes développeur, vous voulez parler à votre patron, vous êtes patron, vous voulez parler à votre développeur. Il y a des effets de sociologie qui jouent dans toutes les relations humaines, etc., qui sont très connus, très documentés, sur lesquels vous pouvez avoir et les études, et les chiffres, et les explications sur Wikipédia. Donc je vais vous en mentionner, je ne sais pas, un peu moins d'une quinzaine, on va faire ça très vite, qui sont très très connus pour travailler avec des geeks. Donc j'avais fait un petit talk là-dessus la dernière fois. Donc un boss, c'est un mauvais chef, donc il faut le porter, il est très lourd, il est pénible, et puis on est trois à tirer un bloc plus le poids du chef. Un vrai leader, lui, déjà il se met devant là où c'est le plus dur, et puis désormais on est quatre à pousser un bloc sans le chef. Et souvent on parle aussi, il y a des snakes, donc des gens qui sont pénibles et qui ralentissent tout dans votre entreprise et dans à peu près tout ce que vous pouvez faire, d'ailleurs, une association, un projet, peu importe. Et puis, effectivement, il y a les ingénieurs qui se pensent plus malins que tous les autres, qui vont construire un super truc. Alors, je pense pas que les pyramides ont été construites comme ça peut être intéressant. Bref, et j'avais fait un talk aussi sur... qui finissait comme ça, qui est pour décoder les interactions quand on veut faire un projet entre les gens qui veulent aller dans une direction, les gens qui veulent aller dans une autre direction, les gens qui se comprennent bien, les gens qui se comprennent mal, les gens qui sont complètement à la ramasse. Bref, c'est un talk complet, il y a les slides sur le net et il y a la vidéo qui arrivera bientôt. Bref, donc les usual suspects, les gens qu'on connaît très bien, à peu près tout le monde connaît que ça, les geeks, les pas geeks, etc. C'est le principe de Peter. Donc le principe de Peter, tout le monde le sait, c'est souvent on s'élève parce qu'on sait faire quelque chose, on s'élève jusqu'à une position de chef, plus ou moins, où là on n'est plus bon à rien parce qu'on est arrivé à notre seuil de compétence, et puis au final, du coup à ce moment-là, on n'est plus promu, on reste à notre place, et donc on reste à un métier où on est nul. Ce qui est un peu dommage. Bon, je veux pas dire ça enfin, c'est pas désespérant non plus, hein, on peut vivre avec ça très très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est assez connu, et puis si vous voulez chercher des gens qui ont écrit là-dessus, c'est assez rigolo. Il y a le principe de Dunning-Kruger qui est assez connu, qui dit non seulement vous êtes incompétent, mais en plus vous le savez pas. Alors, ça veut dire que quand vous parlez, quand vous faites par exemple une réunion sur un projet, vous dites tiens, comment on va faire ça? Et en fait, imaginons qu'il y a 3 experts et trois incompétents. Mais les 3 experts, ils vont réfléchir, ils vont se dire attendez, il y a sûrement une couille quelque part, je vais chercher, je vais réfléchir. Et finalement, quand il va présenter sa solution, alors qu'il est expert, il va douter de lui-même ou douter de sa solution et appliquer le doute cartésien qui fait de lui un vrai professionnel. Alors que les gars qui sont absolument incompétents, ils vont dire ah bah si, c'est facile, on fait ça. Alors qu'ils y connaissent rien. Donc voilà, ça c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors l'effet Hawthorne, c'est assez rigolo. Comment dire? C'est dans une usine où en fait ils faisaient des trucs un peu pénibles du genre, imaginez l'usine en 1850 où ils fabriquent des allumettes ou des tubes de dentifrice, des trucs un peu pénibles. Et donc le gars, il s'est dit, je vais prendre mon usine, c'était que des femmes, des ouvrières, je vais prendre 10 ouvrières à part et je les mets dans une salle et je vais augmenter la lumière et voir si ça les fait mieux travailler. Ça marche. Au bout d'une semaine, elles ont vraiment mieux travaillé que les autres. Alors c'est super. Il dit, je vais encore augmenter la lumière, on va voir si elles travaillent mieux. 2e semaine, ça marche encore mieux. Et puis il s'est dit après, je suis un scientifique, je ne veux pas d'effets qui perturbent mes observations. Donc et si je baisse la lumière pire qu'avant, qu'est-ce que ça va faire? Et donc là, elle travaille encore mieux. Alors, il commence à se dire, c'était peut-être pas une histoire de lumière en fait. Puis après il se dit, si je les laisse se parler entre elles, parce que sinon c'est la grosse discipline, on vous fouette si vous parlez à vos copines, tout ça. Et en fait, ce qui s'est rendu compte, c'est que finalement la seule chose qui les avait fait être de mieux en mieux, c'est parce qu'elles étaient mises à part et parce qu'on les regardait. Alors, c'est pas vraiment ça en fait la leçon. La leçon, c'est pas de se dire quand vous observez les gens qui travaillent, ils travaillent en mieux. La leçon, c'est de se dire quand vous changez leur environnement,
ils sortent suffisamment du train-train pour se remettre en cause, pour travailler un peu mieux, pour faire un peu gaffe, etc. etc. Et là, le principe, c'est qu'effectivement, elles savaient qu'elles étaient 10 et qu'elles étaient à part et qu'elles faisaient partie d'une expérience, donc elles bossaient de mieux en mieux. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous bossez dans un bureau avec des geeks, même que vous n'êtes pas geek du tout, vous êtes leur manager, etc., eh ben, je sais pas moi, changez un poster de temps en temps, mettez des posters rigolos sur votre bureau, et puis la semaine d'après, changez de poster, et les gens diront, tiens, il y a un truc nouveau, etc. Non, mais je déconne même pas. Hein. Rajoutez une plante, il paraît que les gens sont vraiment plus heureux dans leur bureau quand ils ont une plante. Pareil, je déconne pas, il y a des vraies études scientifiques que je vous laisserai chercher. Ou offrez des bonbons. Alors il y a le côté social d'offrir des bonbons, c'est sympa. Bon, c'est peut-être pas super cool pour leur ligne ni la vôtre. Et puis éventuellement, si vous faites ça, au bout d'un moment, les gens vont s'habituer à avoir des bonbons gratuits, ils le remarquent même plus, ça les intéresse plus. Donc ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est changer la marque de bonbons de temps en temps. Voilà. Non mais je plaisante vraiment pas. Hein. Et ça marche. Donc, ah non, j'ai pas fait ça encore, mais de temps en temps, alors je faisais ça à Epita. Quand on codait à 3h du mat, je ramenais des crémas et ça marche, quoi. Les gens, ils bossent bien. Donc bref, donc l'idée, c'est pas surveiller vos geeks de très près quand ils travaillent. L'idée, c'est changer leur un peu d'environnement. Suffisamment de stabilité pour qu'ils soient contents et qu'ils travaillent bien, et suffisamment de changement pour qu'ils s'endorment pas dans leur routine. Voilà. Vous pouvez aussi faire pareil dans votre couple, ça peut aussi marcher, on sait jamais. Je dis pas de changer de gonzesse, enfin vous débrouillez. En fait, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Bref. Donc sinon il y a le problème XY qui est alors celui-là il n'est pas du tout connu, ce qui est dommage parce que c'est celui avec lequel vous vous engueulez le plus avec vos geeks. Le XY problème, c'est par exemple, j'y connais rien l'informatique, je vais sur internet et je dis tiens bonjour, comment je fais du RHEL sous Windows. Et là il y a 25 mecs qui me hurlent dessus. Non mais achète un Mac. Donc, moi, je me sens un peu con, tout ça, c'est un peu pénible. Donc, l'idée, en fait, du XY problème, et de pourquoi on a beaucoup de mal à communiquer avec les gens, alors je dis pas seulement les geeks, mais les gens compétents, c'est que vous avez, dans votre tête, vous avez fait un cheminement, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez faire Paris-New York. Donc vous prenez votre voiture, vous arrivez à Brest, et là vous êtes super emmerdé parce que vous pouvez plus avancer jusqu'à New York. Et donc là vous prenez Google vous dit nager jusqu'à New York. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher sur des forums comment nager le mieux. Et vous allez chercher partout comment on fait pour faire une traversée Brest-New York le mieux possible, le bateau, la nage, le papillon, l'apnée, peu importe. Et donc, le problème, c'est pas que en fait, vous vous en foutez franchement de faire Brest-New York. Ce qui vous intéressait, c'était Paris-New York. Et donc là, du coup, votre question qui était Y, comment je nage efficacement de Brest à New York, devient en fait... Si un mec il vous regarde, il fait mais pourquoi tu veux faire ça à la nage? Il vous dit en vérité ton problème c'était sûrement autre chose, qui était sûrement de faire Paris-New York et donc de faire comme ça. Donc alors effectivement il y a le côté arrogant pour les Macs, mais souvent quand on a dans un forum très précis, par exemple un Stack Overflow, une ML Rails, etc. Je voudrais, par exemple tout à l'heure, mais c'est encore une fois c'est très respectueux et pas du tout méchant. Comment on fait pour utiliser iConv pour ça? La réponse, des fois, c'est juste, tu l'utilises pas parce que c'est pas ça le problème en vrai. Et donc voilà, le XY problème, c'est vraiment ça. C'est on se pose une question et en fait, ça vient la question est tellement bizarrement posée que les mecs un peu balèzes se doutent que c'est pas vraiment la question, et les mecs très 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 balèzes, ou surtout ceux qui sont déjà plantés de cette manière précise-là 3 fois avant, se disent non, je sais pourquoi tu poses cette question, et je suis à peu près sûr que tu ne veux pas poser cette question, et qu'en réalité tu veux me poser ça, et que donc la vraie réponse c'est ça. Donc oui, effectivement, là vous avez tout le chemin du pourquoi, du comment. En réalité, ça dit bonjour, je veux apprendre à nager super bien. Non, tu veux juste acheter un billet d'avion Paris-New York. Voilà, ça n'a rien à voir, et c'est normal, et c'est pour ça que les gens s'engueulent tout le temps, et c'est bien dommage. Donc bref, principe de Peter, Dunning-Kruger, Hawson et XY, ça veut juste dire que quand vous êtes chef, quand vous travaillez avec des geeks, assurez-vous d'être toujours digne de votre posture, de votre position. Que si vous êtes chef, c'est pas là parce que vous êtes le fils du vrai patron, parce que vous êtes le je sais pas quoi, etc., ou parce que vous couchez avec. C'est juste que vous avez raison d'être là en fait. Qu'il y a des gens qui ont des raisons objectives de vous mettre chef. Soyez lucide sur vos propres compétences. Et quand en réunion il y a un mec qui est tout à fait sûr de lui et un mec qui doute un peu, l'expert n'est peut-être pas celui qu'on croit. Utilisez la force de l'habitude pour travailler, hein, ça nous arrive à tous, on est malade, on est malheureux, on a un petit problème, etc. Avoir suffisamment d'habitude pour rester productif, mais aussi avoir suffisamment de changement pour sortir de la routine. Et puis pratiquer une communication, de préférence non violente, avec vos coworkers. Non mais je déconne pas, il y a des vrais livres qui s'appellent La communication non violente. Je les lis un jour. Non, c'est vrai.
Donc, voilà. Bref, donc je ne pratique pas encore assez, mais voilà, de vraiment bien communiquer avec les gens pour s'assurer qu'on parle en fait de la même chose. Voilà. Alors il y a des dangers aussi, il y a des dangers quand on travaille avec des geeks, et la sociologie les a trouvés pour vous. C'est l'effet du public. Alors l'effet de public, ça veut dire quoi? C'est que les tâches simples, quand vous surveillez le mec qui les fait, souvent il les fait mieux, mais si vous surveillez de près un mec qui fait une tâche complexe, eh ben, en fait il va très probablement la faire pire. Donc c'est ça, vous êtes développeur en général, vous aimez pas quand quelqu'un vient sur votre dos parce que c'est un peu votre machine, parce que c'est un peu votre truc, c'est parce que voilà, parce que ça le regarde pas, et puis c'est toujours un peu dérangeant d'avoir un mec qui regarde sur son dos. Et effectivement, si vous m'avez demandé un truc très compliqué qui va mettre 2 jours de réflexion intense, ben laissez-moi 2 jours sans me surveiller et je serai sûrement très bon. Et puis à l'inverse, si vous m'avez donné une tâche super simple qui sera finie en une demi-heure, bah, je vais peut-être en profiter pour faire 1h30 de Facebook et 30 minutes de travail. Et puis effectivement, c'est peut-être plus sympa de me surveiller pour me dire ou de me rappeler régulièrement, au fait, t'en es où, etc. Pour être sûr que je fais la tâche simple. Voilà, donc tout ça pour dire, si vous êtes manager, vous voulez tout le temps être sur le dos de vos geeks, normalement ils détestent ça. Et c'est pas juste parce que c'est développeur et que les développeurs sont pénibles, c'est pas juste parce que votre développeur, comme votre garagiste, vous comprenez pas son métier, vous avez peur de vous faire entourlouper. C'est juste que le audience effect dit quand on regarde sur votre dos, ben, vous ferez vos tâches simples mieux, mais vous ferez vos tâches compliquées pire. Voilà. Et comme souvent nos développeurs ont un métier cognitif, on leur demande des tâches compliquées, ben, lâchez-les un peu, quoi. Voilà. Bah oui, voilà. Non, mais maintenant tu peux l'expliquer à ton patron, tu lui fais taper audience effect dans Wikipédia et c'est écrit. C'est top, hein. Alors le Ringelmann effect, ça a été découvert en France. Pas par l'administration, étonnamment. Elle dit que les grands groupes sont moins efficaces que les petits, pour plusieurs raisons. Il y a le principe de la coordination, ça prend du temps, tout ça. Même moi, au boulot, j'ai des robots qui écrivent du code à ma place. Et ben, le robot qui gère la communication entre les robots qui écrivent le code à ma place, ben, il prend 20% de la perf. Donc comme quoi la coordination, même pour les ordinateurs, c'est pas facile. Donc voilà, c'est pareil. Vous avez, si vous êtes déjà tombé dans une boucle d'email, de chef, d'une grosse chaîne de commandes pourrie, ben, plus le groupe est gros, plus la coordination va prendre du temps et faire perdre du temps à tout le monde. Il y a un deuxième effet qui est celui de la motivation. Si je suis tout seul à faire mon projet et qu'il plante en prod, ben, c'est de ma faute et je suis nul et je m'en veux. Si on est 25 et qu'il y a un petit truc qui plante en prod, ben, je dirais que c'est de la faute de Jean-Jacques, et Jean-Jacques il dira que c'est de la faute de Pierre, et Pierre dira que c'est de la faute de Paul, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, plus vous faites des gros groupes, plus ça déresponsabilise les gens, donc bah, faites un petit peu gaffe à ça, quoi. Alors le Woozle Effect, c'est rigolo. Il est là pour sa position dans l'ordre alphabétique et parce que le nom est drôle. En fait, ça veut dire que les légendes urbaines deviennent des factoïdes. Alors pas des faits, parce que bah non, on est scientifique, c'est pas des faits. Mais si on parle de plein de trucs, comme par exemple, mon Dieu, on va se transmettre Ebola un jour, on va se transmettre Ebola un jour, les gens finissent par le croire. En fait, il y a un effet de répétition qui marche pour de vrai. Et donc, pourquoi je dis ça à une audience, soit de devs qui veulent parler à un manager, soit de managers? Bah, en fait, c'est que les managers, ils lisent 01net, ils lisent machin, ils lisent des blogs, et puis au bout d'un moment, ils entendent que NoSQL, c'est pas mal, NoSQL, et donc au bout d'un moment, ça devient vrai. Et puis au bout d'un moment, ils se disent que c'est la solution à tous leurs problèmes, et puis c'est pas la solution à leurs problèmes, et puis ils sont malheureux. Alors, c'est pas de la faute du chef, c'est pas de la faute du geek, c'est juste que, faites gaffe, la répétition des faits crée l'illusion que c'est vrai, alors que c'est pas du tout vrai. Donc voilà, alors j'aime bien bâcher NoSQL, mais en réalité, vous pouvez mettre aussi tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi taper sur Mongo, vous pouvez aussi taper sur Cassandra, vous pouvez aussi taper sur les autres. Il n'y a aucun problème, je suis pas du tout raciste. Enfin bon, sinon, on va passer à la suite. Alors l'effet de Matthieu, celui-là, il vient de la Bible. Matthieu dit les riches deviendront plus riches, les pauvres deviendront plus pauvres. Alors je sais pas si l'apôtre était économiste. En fait, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu ressortir ce soir. Ce que veut dire l'effet de Matthieu, c'est que tout simplement, si vous avez une équipe de 10 développeurs, il y en a un qui est super balèze, il y en a 2 qui sont normaux, et il y a 7 stagiaires, et ben, dès que vous avez un truc compliqué, vous le donnerez pas aux stagiaires de base, donc vous allez le donner au mec qui est le plus balèze, et puis dès que vous avez un truc simple, finalement, vous allez le donner au mec qui est plus balèze, et puis en fait, vous allez tout le temps lui donner du boulot. Alors c'est un peu le problème, c'est que on a même livré chez un de nos clients un projet qui est spécifiquement pour ça. C'est-à-dire, tout le monde a le droit de mettre ses demandes de compétences. Et avant, bah, tout le monde disait, bon, bah,
Je demande un avocat, je demande un comptable, je demande ceci, je demande cela. Et puis au final, ils étaient plus ou moins satisfaits de la prestation, parce que on met les juniors devant. Et puis au bout d'un moment, ils trouvent le mail du mec. Ils trouvent le mec du super balèze, du mec qui est à la fois très bon en compta chez les avocats, en juridique, en tout, etc. Et donc, une fois que vous avez trouvé le mail de Robert qui est balèze en tout, vous embêtez Robert directement à chaque fois, parce qu'effectivement, c'est plus rapide. Mais au final, lui, il fait que de bosser, et les autres, ils n'ont rien à faire. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir savoir répartir les compétences et les besoins. Donc, quand vous avez une équipe de dev qui commence à avoir une taille intéressante, rappelez-vous que alors l'adage est vrai, hein, si vous voulez qu'un truc réussisse, donnez-le à la personne la plus occupée que vous connaissez. Parce que si elle est occupée, c'est parce qu'elle fait du bon boulot, c'est normal. Mais en même temps, un mec comme ça qui est chargé, souvent les devs, ils en ont marre. Et puis au bout d'un moment, quand ils en ont marre, ils vous le disent pas, puis ils cherchent un job passivement. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui les chope parce qu'ils sont bons. Et puis finalement, ils sont plus chez vous. Voilà. Donc l'effet Mathieu, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on a tendance à se dire, dans mon équipe, il y en a 10 et il y en a un, non seulement il est fort, mais en plus il est sympa, et du coup j'ai l'habitude d'aller le voir tout le temps en premier. Essayez de répartir la charge, c'est quand même plus sympa pour tout le monde. Voilà. Donc les dangers, c'est l'effet d'audience, Ringelmann, Woozle et Mathieu. Donc c'est quand vous donnez une tâche à faire à quelqu'un, allez le voir de temps en temps, mais le saoulez pas trop. Essayez de créer une organisation où la hiérarchie est la plus légère possible. Faites très attention aux factoïdes quand on vous dit que quelque chose est vrai, et surtout si ça vient de la répétition. Méthode scientifique, essayez de voir si c'est vraiment vrai ou pas. Et puis essayez d'avoir une équipe qui soit un petit peu diverse, un petit peu partagée, un petit peu de junior, un petit peu de senior, un petit peu de tout. Non, ça fait vraiment une meilleure sauce que d'avoir tout le monde au même niveau, etc., qui apportera exactement les mêmes choses. Et quand vous aurez un nouveau problème, en fait, ils ne sauront pas forcément le résoudre si ce n'est pas vraiment dans leur cadre. Typiquement, après, encore une fois, je vais pas gueuler sur ma propre école. Moi, j'ai fait Epita, mais une boîte où toutes les équipes techniques ne viennent que de l'Epita, résoudront excellemment bien les problèmes que les Epitéens résolvent bien d'habitude. Et un nouveau problème que, par exemple, un informaticien venu de la fac vous ferait directement, ils ne savent pas. Donc voilà, faites un truc un peu divers, c'est un petit peu sympa. Voilà, donc j'ai parlé de plein de trucs pas très sympas. Est-ce que dans tout ça, on peut avoir des petits indices et puis essayer d'avoir des actions là-dessus pour améliorer les choses? Donc pareil, j'en ai 4 et ce sera fini. Alors c'est l'effet du poisson-chat. Alors moi j'aime beaucoup cet effet-là. Je donne l'histoire. En fait, c'est en Norvège, ils vendaient des sardines, et quand les bateaux revenaient, la sardine fraîche coûtait vachement plus cher que la sardine congelée. Parce que c'est plus sympa déjà, et que c'est plus rare. Et donc les gens essayaient de garder des sardines fraîches, mais à chaque fois, les sardines mouraient dans le transport. Donc c'était un peu malheureux, et puis ils se mettaient à les congeler, et puis ils les vendaient moins cher. Et il y avait un bateau qui réussissait à ramener de la sardine fraîche. Comment il faisait? Dans sa cale avec les sardines, il mettait un poisson-chat. Il mettait un prédateur. Et comme ça, les sardines, elles bougent. Du coup, elles mourraient pas. T'es pas con, hein? Donc l'idée du catfish effect, je déconne pas, hein. C'est historique et tout, vous pouvez chercher. Hein. L'idée du catfish effect, c'est quoi? C'est si vous mettez plein de petits gens normaux, comme par exemple une équipe de 15 stagiaires, qui sont payés autant que des sardines, qui d'ailleurs mangent des sardines, qui sont traités avec le respect qu'on donnerait à des sardines, ça bougera pas trop, ça va finir par mourir, ça vous donnera du code congelé, donc c'est pas top. Surtout du code de stagiaire. Bref. Non, mais c'est vrai, qui n'a pas eu du code de stagiaire qui se coltine pendant 10 ans comme si c'était congelé? Bref, l'idée là-dedans, c'est de mettre au moins un senior, hein, et puis du coup, ce senior agira comme un... Alors je dirais pas un prédateur de stagiaire, c'est un peu dégueulasse, mais comme un rival puissant. Et en fait, que ce soit par émulation, en se disant ouais, j'aimerais bien devenir aussi fort que ce mec-là, ou par culpabilité, ouais, j'aimerais bien devenir aussi fort que ce mec-là, au final, cette compétition forte dans le même bocal fera que vos stagiaires et vos petites sardines vont s'améliorer au lieu de rester de plus en plus faibles. Voilà. Donc ça je l'aime bien celui-là. Alors le démo effect, non, c'est pas celui qui fait que pendant votre démo tout va forcément casser. Le démonstration effect, c'est juste dire de guider par l'exemple. Hein. Donc voilà, je suis nul, je sais pas faire, regarde, moi je te le fais devant toi et puis voilà. Ça, c'est pas pour ridiculiser les gens, c'est pour leur montrer le chemin. Donc ça marche très très bien. Et le Walkman effect. Alors qui est développeur déjà? Qui travaille avec un casque sur les oreilles?
Voilà, presque tout le monde. Qui n'est pas développeur et en a marre de voir tout le temps ses geeks avec un casque sur les oreilles? Non. Bon, vous respectez l'intimité, le Walkman des gens. En fait, le Walkman effect, ça veut pas dire que les gens cherchent à s'isoler. Ça veut pas dire que les gens sont complètement désintéressés de votre boîte. C'est hélas l'image que vous donnez, vous, geek, quand vous avez votre casque sur les oreilles. Certains l'utilisent comme signal ne pas déranger, je suis en train de faire du code un peu pénible. Et ça marche aussi. En fait, le Walkman Effect, donc c'est pas du tout ce que j'ai mis comme premier mot. Hein. C'est pas un problème d'isolation, de désengagement ou de manque d'attention. C'est juste que le gars, il a besoin d'être en contrôle de son environnement, en fait. Un open space, c'est ultra pénible et aujourd'hui, de plus en plus de sociétés font développer leurs développeurs en open space. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je l'ai vécu, c'était plus ou moins sympa, surtout à la fin de la journée, une petite LAN, un petit Urban Terror ensemble ou un petit truc comme ça, c'est sympa. Mais bon, c'est tout, quoi. Quand on veut vraiment se concentrer, ça marche pas. Donc l'idée, c'est en fait, la sociologie a prouvé que les gens aimaient avoir un truc dans les oreilles et pas pour se couper du monde, mais pour être en contrôle de leur environnement. Quand vous êtes en train de subir tout le temps les interruptions, ça vous donne une impression d'impuissance, vous êtes malheureux. Et quand vous contrôlez votre propre playlist, vous êtes heureux, donc ça va mieux. Et donc du coup, laissez vos geeks avec leur Walkman sur les oreilles. On sait tous que l'emploi du temps du chef et l'emploi du temps de celui qui fait sont différents. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les développeurs travaillent la nuit, il y a moins d'interruptions, on les fait moins chier, pour être franc. Et il y a un autre effet aussi très intéressant qui dit qu'en gros, c'est comme quand vous faites du sport, c'est pas pour le plaisir qu'on vous dit de répéter 1000 fois le même coup de poing quand vous faites de la boxe. Hein, un cycle complet sur une série de 100, pour ceux qui connaissent. Et donc, au bout d'un moment, en fait, c'est juste que vous allez être tellement fatigué que si jamais vous faites, par exemple, vous voulez être un ninja en rugby, donc vous faites plein de mouvements de ninja, vous sautez partout, etc. Vous êtes fatigué à rien faire et votre mouvement, il gaspille de l'énergie, c'est un peu dommage. Mais si vous le faites 1000 fois, au bout d'un moment, vous êtes tellement fatigué que vous allez optimiser le mouvement de plus en plus et vous allez faire le mouvement qui donne le meilleur effet pour le moins d'énergie. Et donc du coup, voilà, le fait que vos geeks travaillent la nuit ou le soir, c'est que comme ils sont fatigués, ils ont moins de ressources dans leur cerveau, ils coupent plus facilement, et du coup, ils peuvent enfin créer sans trop se gaspiller, etc., etc. Donc voilà, respectez un petit peu ce Walkman Effect. Donc voilà les 3 effets sur lesquels vous pouvez concrètement agir. C'est pas juste comprendre votre équipe de développeurs, mais les changer. Le cas de fiche, ajoutez des mentors dans votre boîte. Travaillez avec eux. Je vois de plus en plus de gens au Meetup ArriRB ou au Rails Girls qui veulent juste ils travaillent avec des geeks ou même ils sont chefs d'entreprise et ils veulent apprendre à coder. Ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir, vous apprenez même à coder, mais même des trucs tout nuls, même tout petits. Et après, vous revenez et vous montrez à vos développeurs que vous essayez de comprendre leur travail. Et tout de suite, vous allez gagner un respect de dingue, quoi, parce que ça prouve que vous vous intéressez au truc, que vous essayez de comprendre ce qui est difficile pour eux. Et accessoirement, il y a quand même beaucoup de chefs qui ont peur de se faire embobiner par leurs développeurs. Hein. Je comprends pas. Un truc qui me semble très simple, tu le fais en 3 jours. Moi, j'ai l'impression que tu passes 2 jours et 7 heures sur Facebook et que tu fais mon truc en une demi-heure. Non, justement, travailler avec eux, ça permettra de voir ce genre de choses et d'être proche d'eux. Et puis enfin, laissez-les avec leurs écouteurs sur les oreilles. Si ça vous intéresse, apprenez un peu ce qu'est le flow, donc le concept de faire un travail cognitif, se créer des échafaudages dans la tête en se disant comment marche mon code et qu'est-ce que je veux à la fin. Et effectivement, dès que vous les embêtez, dès que vous les interrompez, même pour un coup de fil, l'échafaudage se casse la figure et il leur faudra 2 heures pour revenir à leur niveau de productivité d'avant. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant d'apprendre, mais dans l'intervalle, laissez-les juste leurs écouteurs et tout se passera bien. Voilà, donc au final, je remets Mathieu Ricard parce que c'est un mec qui est super sympa, c'est l'homme le plus heureux du monde. Et les développeurs sont des gens comme nous, il faut les aimer aussi. Et puis la règle d'or, ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il est tard. Je sais qu'il est tard, est-ce qu'il y a des questions? Ça me permettra aussi de localiser où est le deuxième micro. Ah, il est là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je vous en prie, faites passer. C'est plus une remarque qu'autre chose sur le problème, le XY problème. Ouais. Qui est
Attention, à 42 et la logistique Voilà. est top. Donc sur le XY problème, il y a un dérivé de ce problème qui est en fait quand quelqu'un va apporter une solution, une demande en fait à un développeur en disant voilà la solution que j'aimerais. Et le métier du développeur aussi, ça va être de creuser pour trouver le problème initial. Mais c'est pas la question que tu avais posée, c'est voilà, je cherche à installer, à utiliser Rails sur Windows ou voilà ou peu importe. Et on revient au problème, non mais prends un Mac. Mais là, il y avait déjà un problème qui était posé. Donc on passe, c'est un problème X et on essaie de retrouver le problème Y. Mais des fois, on apporte une solution, on sait même pas qu'on a un problème, on demande juste une solution. Et il faut creuser pour trouver le problème initial. Si je prends un petit exemple d'une expérience vécue, c'était il y avait 2 pages à afficher. Sur une page, on affichait des résultats. Sur une autre page, il y avait un formulaire de recherche. Et les gens utilisaient la page de résultats, copier-coller un élément. Et quand ils copiaient-collaient, il y avait un espace qui était en trop. Et l'élément copié, ils le mettaient dans l'autre page, dans le formulaire de recherche. Et en fait, l'idée, c'était oui, mais la solution, est-ce que tu pourrais m'enlever l'espace en trop à la fin? Ben non, en fait, le problème, c'est que t'aimerais un lien. Donc, mais sauf que c'était une solution qui était exposée, qui n'était pas la bonne. Donc, faut creuser aussi sur. T'as une solution, on va creuser vers le problème aussi. Oui, tout à fait. J'en parlais pas mal dans le talk précédent de la série, en fait, qui s'appelle Known Unknowns, sous-titré Petits besoins, gros problèmes. Et en fait, bon, j'en ai parlé il y a pas longtemps au wagon en plus. L'idée, c'est que autant ton approche, elle est parfaite parce que bah, t'as complètement raison. Il faut laisser du temps et le dialogue possible pour que ce genre de problème trouve une solution réelle, etc. On reste aussi dans le problème donc d'avoir une communication. On reste dans le problème aussi du Matthew Effect où il va falloir que si on parle aux développeurs à chaque fois qu'on a un tout petit problème, on va prendre le temps des mecs experts et puis on va les saouler, gaspiller. Le problème que j'ai là-dessus, c'est que souvent on n'est pas payé pour. Donc quand quelqu'un vient vers vous avec une solution, vous avez pas le temps, et c'est même pas écrit dans le contrat que vous avez le droit de gaspiller du temps entre guillemets à contacter, à faire des allers-retours, à faire des réunions, et bref à être utile à tout le monde en fait. Donc souvent c'est pas dedans. Pour moi, je sais que dans ma boîte, on a mis 5 ans, et en gros 3 mois par client, à éduquer le client correctement pour que ce genre de solution se fasse correctement. Et pour moi, le vrai problème là-dedans, c'est les achats. Donc en gros, le process d'achat qui fait qu'on a déjà un contrat signé, et voilà. Si vous êtes en SS2I, les gars arrivent, le commercial vend un truc, et puis le développeur il dit c'est complètement con, non seulement c'est dur à coder, mais en plus c'est pas intéressant, et en plus pour un truc qui serait 10 fois plus facile à coder, je suis sûr qu'on aurait répondu encore mieux au problème d'origine. Le commercial en général va lui répondre tu la fermes parce qu'on sera payé pour ça aujourd'hui, et puis je soumettrai ton idée au client, et puis on sera payé une deuxième fois quand on va le développer. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment un problème de contrat et pas presque pas humain en fait, même si c'est l'humain qui va guider le contrat. Non, non, s'il vend un truc 2 fois, il se fait pas virer, pas du tout. Non. Nous en fait, c'est facile. Moi, mon commercial, je l'ai fouetté suffisamment. Au début, il nous détestait. Maintenant, il nous aime bien. Au début, on le détestait. Maintenant, on l'aime bien. Donc voilà. Non, mais c'est plutôt cool. On a pris du temps. On a pris du temps pour voir. Non, mais sans déconner, c'est l'occasion de voir les disparités de pensée. Et après, bon, c'était un commercial en SS2I qui est venu chez nous parce qu'il en a ras-le-bol des SS2I. Quoi ? Oui, tu peux faire ça. Non, mais après, mais même regardez, parlez à des recruteurs, mais 2 commerciaux, parlez à des commerciaux eux-mêmes, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens qui en ont marre d'être commercial en SS2I pour faire ce genre de choses, justement, et que souvent, ils cherchent comme les développeurs de SS2I qui filent chez le client, chez un éditeur ou chez un mec qui a un métier plus normal, les commerciaux, ils font exactement le même chemin. Comme ça, ils se disent, voilà, moi, j'ai une solution plus long terme, j'ai une solution plus satisfaisante, etc., etc., etc. Alors je sais pas où est le micro, mais sinon je parle fort ou je répéterai la question. En fait, ce qui m'intéressait, c'était que tu nous reparles, ou je referai des recherches sur le flow dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que tu aurais un champ lexical spécifique? J'ai peur de chercher flow. Cherche flow et cognitive task, ou cognitive job. Ouais. Voilà. Mais dans l'idée, l'idée pour comprendre le truc en 2 secondes, c'est cette idée dans ta tête tu construis un château de cartes.
Et au bout d'un moment, voilà, faut que tu sois assez calme pour le faire, faut que tu aies le temps pour le faire, et puis voilà. Ouais, ça, je m'en C'est rends tout. bien compte, mais je veux plus de mots pour pouvoir l'expliquer Ouais. à quelqu'un d'autre qui, évidemment, a priori, l'aura Ouais. pas. Bah, cherche tâches cognitives, métiers cognitifs, etc. Et Concentration. flow. Concentration. Concentration, alors oui, mais tu vas trouver aussi pas mal de méthodes. Alors, c'est pareil, dans le meet-up, on a vu plein de gens avec des outils de GTD, Get Things Done, des outils de machin, des méthodes Pomodoro, des trucs super machin, tout ça. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que, en fait, tu viens, c'est le XY, tu viens avec un problème qui est que toi, en tant que développeur, souvent, tu arrives avec un côté HDHD, un côté maniaco-dépressif. Tout ce qui est nouveau, ça te plaît. Tout ce qui est pas nouveau, ça te fait chier. Donc, non, j'entends des gens qui rigolent. Je pense que ça doit être vrai pour plusieurs personnes. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas d'avoir un Pomodoro ou d'avoir une méthode Scrum ou un stand-up truc. Du coup, les gens qui pensent avoir un problème de concentration, souvent ont un problème plus générique. Comment on fait pour livrer des trucs qui marchent, comment on fait pour pas s'ennuyer, comment on fait pour rester concentré, et comment on fait pour s'organiser, quoi. Ah, pardon. Oui. Non, c'est juste que pour trouver le flow dont tu décris, le mot-clé qui va bien avec pour Wikipédia, c'est concentration et flow. Dans Google, tu devrais trouver Ah. ça. Bon, pardon, j'ai très mal compris la question. Fallait m'arrêter plus tôt, je suis désolé. Ouais, mais la réponse, c'est intéressant. D'accord, merci. C'est compliqué à dire. D'autres questions? Non, il est tard, on veut tous rentrer chez nous. Bon, bah, je pense que voilà. De toute façon, s'il y a des questions, même aux autres speakers, etc., les commentaires du meet-up, les mails, les tweets, etc., que tout le monde aura écrit, ça se retrouve assez bien. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, effectivement. Autre remarque, si vous voulez faire des Code Labs, donc je le rappelle, une fois par mois, on va dire, on va se réunir un certain jour pour travailler ensemble, etc. Ça se fait dans la continuité de Rails Girls, mais pas seulement. Vous pouvez voter sur les affiches qui sont juste ici et à la sortie, et une troisième là-bas. Donc votez pour votre jour préféré, lundi, mercredi ou jeudi. Voilà.